Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue autrefois dans notre chaîne Qualis Information. Donc tout d'abord je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos ou bien nos vidéos partagées à temps. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre formation intitulée Norme ISO 9001 version 2015. Au niveau des exigences contexte de l'organisme et plus précisément le chapitre ou bien le sous-chapitre 4.4, donc c'est le système de management de la qualité processus associé. Donc comme d'habitude, la formation sera animée et organisée par moi-même. Je suis Mohamed Zine, je suis un ingénieur industriel senior avec 9 ans d'expérience dans le domaine industriel. Je suis notamment un chef département qualité, sécurité, environnement, un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. Et enfin, je suis aussi un formateur pour tout ce qui est relatif à l'industrie, tout ce qui est qualité, production, maintenance industrielle, la logistique et gestion de stock. Comme nous avons cité dans le premier slide, aujourd'hui, nous avons notre formation, c'est le système de management de la qualité et processus associés. Donc, c'est le sous-chapitre 4.4, qui fait partie du chapitre contexte de l'organisme. Donc, on va prendre un extrait de la norme ISO 9001 version 2015 pour se situer. L'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et de manière continue améliorer un système de management de la qualité, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente norme internationale. C'est-à-dire, la norme, il exige de définir et établir l'ensemble des processus et de traiter ces processus et de les déterminer, de les identifier et de faire même les interactions ou bien de détailler les interactions entre ces processus selon les exigences de la norme. L'organisme aussi doit déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application de tout l'organisme doit déterminer premièrement les éléments d'entrée requis et les éléments de sortie escomptés pour ces processus. En fait, nous allons voir comment définir un processus et parmi les éléments que la société ou bien l'organisme doit définir, c'est les éléments d'entrée et les éléments de sortie de ce processus. Ils peuvent être des informations, ils peuvent être des matières, ils peuvent être des documents, etc. Deuxièmement, la séquence et l'interaction de ces processus, c'est-à-dire l'organisme doit identifier comment ces processus, ou bien quelles sont les relations entre ces processus, quelles sont les interactions de ces processus. Ensuite, il doit déterminer les critères, les méthodes, y compris les mesures et les indicateurs de performance associés nécessaires pour assurer le fonctionnement et la maîtrise efficace de ces processus. C'est-à-dire l'organisme, pour assurer le bon fonctionnement de ces processus, il doit déterminer les méthodes de mesure et bien sûr les tableaux de bord, les indicateurs de performance pour voir ou bien pour évaluer ces processus. On va voir dans notre formation comment définir tout ça. Ensuite, les ressources nécessaires et s'assurer de leur disponibilité. Donc aussi, nous allons voir que parmi les éléments de définition d'un processus, il y a les ressources. Donc les ressources, soit des ressources humaines, des ressources matérielles, etc. Des ressources aussi informationnelles, etc. Toujours un extrait de la norme ISO 9001 version 2015. Ensuite, l'organisme doit aussi déterminer ou bien pour identifier ces processus, l'attribution des responsabilités et autorités pour ces processus. C'est-à-dire pour chaque processus, il y a des responsabilités, soit au niveau de la rédaction, au niveau de la gestion, au niveau du suivi, etc. Donc l'organisme, il est obligé, pour se conformer aux exigences de la norme, de définir pour chaque processus ses responsabilités et autorités. Ensuite, il doit identifier aussi tous les risques et les opportunités conformément aux exigences du chapitre 6.1. Donc on va voir dans le chapitre 6.1 intitulé les actions face aux risques et opportunités, comment l'organisme doit analyser, évaluer, mais même surveiller ces risques. Mais tout d'abord, dans ce chapitre, il doit définir ou bien déterminer quels sont ces risques et quelles sont ces opportunités. Ensuite, les méthodes permettant de surveiller, de mesurer, le cas échéant d'évaluer le processus si nécessaire et les modifications des processus pour s'assurer qu'ils produisent les résultats escomptés. Donc nous avons déjà vu ça, il doit définir les indicateurs ou bien les méthodes de surveillance et de suivi pour savoir ou bien pour évaluer ces processus
Donc voilà, l'organisme aussi, pour se conformer aux exigences, il doit définir ça en définissant, ou bien dans l'objectif de définir et de détailler ces processus. Et enfin, il doit définir les opportunités d'amélioration des processus et du système de management de la qualité. Donc s'il y a par exemple une opportunité d'amélioration pour chaque processus, bien pour un des processus, donc l'organisme doit identifier tout ça. Il y a parmi les exigences aussi, donc l'organisme doit tenir à jour les informations documentées juste nécessaires pour soutenir le fonctionnement des processus et doit les conserver pour avoir l'assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu. Donc bien sûr, c'est dans le cas où il y a une information documentée, donc l'organisme doit tenir et mettre à jour ces informations documentées. Et tout d'abord, il doit documenter ces processus, ou bien il doit documenter ces informations. Donc maintenant, on va passer, ou bien on va voir comment appliquer ces exigences pour se conformer à la norme. Donc tout d'abord, pour bien maîtriser cette partie, donc c'est une application directe de l'approche processus. Donc je vous recommande le cours ou bien la formation intitulée l'approche processus qui est déjà publiée dans notre chaîne. Donc premièrement, on va définir c'est quoi un processus. Donc comme vous savez, donc un processus c'est un ensemble des activités ou bien des opérations corrélées qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc ces éléments d'entrée ils peuvent être des matières premières, ils peuvent être des informations, ils peuvent être des ressources, etc. Donc dans l'objectif de créer une valeur ajoutée. Donc ça c'est la définition globale d'un processus. Donc la société, donc selon, ou bien l'organisme, selon les exigences de la norme, il doit définir ou bien déterminer l'ensemble des processus. Donc pour déterminer l'ensemble des processus, donc on peut savoir nos processus ou bien des processus relatifs à un organisme, bien sûr, soit en recensant les clients et leurs attentes et les orientations de l'organisme, c'est-à-dire à partir de les attentes soit des clients ou bien même des autres parties intéressées, aussi à partir de l'orientation de l'organisme. Donc c'est-à-dire, prenons par exemple le cas où une société ou bien un organisme a comme orientation de produire, je sais pas, n'importe quel produit, etc. Donc automatiquement, cet organisme, il doit passer par exemple par l'achat de la matière première de ce produit. Donc ainsi, nous aurons besoin d'un processus achat, nous aurons besoin aussi d'un processus production. L'organisme aussi a comme orientation de commercialiser ou bien de vendre ses produits ou bien ces produits fabriqués. Ainsi, donc, on peut dire qu'on aura un processus de commercial, etc. Donc, à partir de l'orientation de l'organisme, on peut savoir quels sont nos processus. Ou bien à partir des produits et des exigences associées. Par exemple, si on sait bien, par exemple, pour un produit fabriqué, qu'il y a plusieurs caractéristiques à respecter ou bien plusieurs exigences à respecter au niveau de contrôle, etc. Donc on peut dire qu'il y a un processus contrôle qualité, etc. Ou bien à partir des activités de l'organisme, donc un organisme bien sûr qui fabrique et commercialise un produit, donc automatiquement il y aura des produits ou bien il y aura des processus relatifs à la production commerciale, une société ou bien un organisme qui développe des nouveaux produits, donc automatiquement nous aurons un processus de conception, etc. Ou bien, donc en identifiant les corrélations entre les activités qui participent à une finalité commune. Donc, c'est-à-dire, si nous avons plusieurs activités qui ont une finalité commune, donc on peut rassembler ces activités dans un seul processus et on le nomme selon aussi l'orientation de l'organisme. Donc, à partir de ça, on peut avoir, ou bien on peut savoir pour chaque organisme quels sont les processus à maîtriser, à analyser, etc. Donc ça c'est juste une petite introduction. Donc et comme vous voyez dans le schéma, donc il y a une petite cartographie, donc il y a les clients ou bien les exigences, soit des clients et même des autres parties intéressées. Il y a un ensemble des processus en relation et aussi il y a les éléments d'entrée et les éléments de sortie. Donc dans ce cas-là, pour les éléments de sortie, c'est la satisfaction de nos clients. Donc, bien sûr, et pour chaque ensemble des processus, on doit évaluer chaque processus, bien, on doit évaluer la performance des processus et on doit appliquer l'amélioration continue pour atteindre les objectifs et pour améliorer chaque processus, ainsi notre système des processus.
Donc, toujours dans la définition d'un processus, donc généralement nous avons trois types de processus. Donc on aura besoin de cette classification pour bien détailler notre cartographie des processus. Donc nous avons, comme j'ai dit, trois types. Donc il y a le processus de management, donc ce sont les processus d'érection ou bien les processus qui définissent l'orientation et le management, et même l'orientation soit de l'organisme ou bien de notre système de management de la qualité. Il y a aussi des processus de réalisation. Donc ce sont les processus opérationnels qui réalisent ou bien qui font une activité, par exemple le processus production, processus commercialisation, etc. Et aussi les processus support, on les appelle aussi les processus soutien. Donc ce sont les processus qui aident les processus de réalisation pour réaliser leurs tâches ou bien leurs opérations. Donc juste à titre d'exemple, par exemple, en prenant le process management ou bien process analyse amélioration, donc comme processus de management. On prend pour le cas du processus de réalisation, donc le processus commercial, le processus production, etc. Et pour le processus support, donc comme l'achat, la maintenance, les ressources humaines pour une société de fabrication, etc. Donc ça c'est la classification des processus. Donc comme j'ai dit, donc vous pouvez bien maîtriser tout ça dans la formation intitulée l'approche processus. On peut définir aussi un processus au cours ou bien autour des 5 M, parce que chaque processus, donc, il a besoin des main-d'œuvre, il a besoin du matériel, il a besoin d'une matière ou bien des matières, il a besoin des méthodes, il a besoin d'un milieu pour réaliser sa finalité. Donc, pour le matériel, tout ce qui est machine, outillage, instruments, etc. La main-d'œuvre, donc, tout ce qui est relatif à la qualification du personnel, la formation, l'évaluation de la compétence, etc. Pour les matières, donc, ils peuvent être les matières premières, ils peuvent être les informations, les documents, traçabilité, etc. Et pour les méthodes, donc, tout ce qui est mode opératoire, tout ce qui est protocole, tout ce qui est procédure, tout ce qui est règles de travail. Et pour le milieu, donc, ce sont les exigences ou bien ce sont les caractéristiques relatives à l'infrastructure, à l'espace, prévention des risques, etc. Donc, on peut définir chaque processus en définissant les 5 M de ce processus. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ces exigences ou bien les exigences citées dans l'extrait de la norme pour analyser ou bien pour chaque processus, pour l'analyser, pour déterminer ses caractéristiques relatives à un processus. Donc déjà pour chaque processus, on aura besoin d'une carte d'identité de processus qui définit le processus. On l'appelle aussi la fiche d'identité de processus. Donc c'est un ensemble des informations qu'on doit savoir pour chaque processus. Donc premièrement, la carte d'identité, il doit contenir le nom de processus, c'est-à-dire pour chaque processus, on doit le nommer. Donc, on peut dire l'intitulé de ce processus, par exemple, le processus achat, processus maintenance, etc. On doit définir aussi c'est quoi la finalité de ce processus, c'est quoi l'objectif de ce processus, c'est quoi la tâche de ce processus. Par exemple, lorsqu'on prend le processus production, donc on peut dire parmi les finalités, donc c'est produire un produit conforme aux exigences des clients, ou bien lorsqu'on parle de processus commercial, on peut dire comme finalité c'est de commercialiser ou bien vendre le produit fabriqué en satisfaisant bien sûr les exigences soit techniques ou bien les exigences d'un client ou bien les exigences normatives, etc. La carte d'identité contient aussi les responsabilités, c'est-à-dire pour chaque processus, qui est le responsable, qui sont les intervenants, qui a le droit par exemple de modifier ce processus, de suivre les indicateurs de ce processus, voilà, de valider, de vérifier ce processus, etc. Donc pour chaque processus aussi, nous avons besoin de définir un indicateur de performance. Donc voilà un indicateur de performance. Automatiquement, on doit nommer la personne qui a la possibilité de calculer cet indicateur, ou bien de suivre cet indicateur. On doit définir aussi un objectif mesurable pour cet indicateur. On doit aussi définir la fréquence de calcul de cet indicateur. On doit définir aussi, même comme j'ai dit,
pour chaque indicateur, on doit définir aussi voilà, l'objectif, je l'ai dit déjà. On doit définir aussi, donc, pour un indicateur, on peut ajouter aussi le seuil d'alarme. Donc voilà, on peut ajouter même la formule de calcul de ce processus pour bien maîtriser cet indicateur. Donc voilà. On ajoute aussi dans la carte d'identité qui sont les clients et les fournisseurs de processus. Lorsqu'on parle des clients et des fournisseurs, soit interne ou externe, c'est-à-dire comme j'ai dit pour un processus c'est un élément d'entrée ou bien il contient des éléments d'entrée et des éléments de sortie. Donc même en interne, s'il y a par exemple des autres processus qui donnent des éléments de sortie pour le processus objet, donc dans ce cas-là, ce processus, donc c'est un fournisseur et vice versa, donc le cas où il réceptionne des informations ou bien des éléments de sortie, donc c'est un client. Donc ainsi la satisfaction d'un client ou bien d'une partie intéressée aussi interne pour les autres processus. Donc on doit citer aussi tout ça dans l'identité, dans la carte d'identité d'un processus. On doit définir aussi quels sont les éléments d'entrée et les éléments de sortie de ce processus qui peuvent être des matières, des ressources, des documents, des informations, etc. On doit ajouter aussi dans la carte d'identité d'un processus quelles sont les ressources utilisées pour la finalité de ce processus. Donc les ressources, ils peuvent être aussi des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources informationnelles, etc. On doit ajouter aussi quels sont les risques et les opportunités de ce processus. Donc ça c'est relatif à la nouvelle exigence de la norme. Donc on doit définir ou bien on doit citer quelques risques et quelques opportunités de ce processus sans les analyser ou bien même on peut les analyser dans la carte d'identité. Donc ça dépend à la politique ou bien ça dépend à la façon de gérer les processus pour un organisme, parce qu'on peut ajouter des autres documents pour évaluer, pour analyser, pour suivre et surveiller ces risques, mais l'essentiel, donc, c'est de citer quelques risques et quelques opportunités qui influencent beaucoup plus sur la finalité ou bien sur l'objectif de ce processus. On doit ajouter aussi les activités de processus. Donc, comme j'ai dit, la définition d'un processus, c'est un ensemble des activités. Donc, on doit citer quelles sont les activités. Et surtout, cette partie-là, ça va nous aider pour analyser aussi les risques. Parce que le fait de savoir les activités d'un processus, ça va faciliter l'identification des risques et des opportunités relatives à ce processus. Prenons par exemple le cas d'un processus production. Donc, on peut citer parmi les activités, donc il y a l'activité planification, là il y a l'activité réception de matière, il y a l'activité l'ordonnancement, l'activité lancement, etc. Donc ce sont des activités d'un processus. Et aussi, on doit ajouter les référentiels et les documents liés au processus, c'est-à-dire s'il y a des documents, des enregistrements, des procédures liées à ce processus, on doit les citer, on doit au moins citer les noms et les codes de ces procédures, de ces référentiels, soit des référentiels internes et externes. Ça va aussi nous aider même au cours de la réalisation des audits internes, parce que pour l'auditeur interne ou bien même pour un auditeur externe, il facilite la tâche d'audit, parce que tout simplement à partir de ces remarques-là, donc il peut savoir quels sont les documents ou bien quelles sont les informations à auditer. Donc voilà, on doit les ajouter aussi. Donc maintenant, on va voir un exemple réel. Donc on va prendre un exemple d'un processus achat et appliquer tout ce qu'on a déjà vu pour définir la carte d'identité de ce processus. Donc l'intitulé ou bien le nom de processus c'est le processus achat. Donc le pilote du processus, donc monsieur A, donc on peut écrire le nom et le poste même. Donc on doit définir, donc si nous avons un comité de pilotage de ce processus, on cite aussi les noms. Donc la finalité de ce processus d'achat, donc c'est prospecter de nouveaux fournisseurs, fournir des conditions d'approvisionnement qualifiées à meilleures conditions de coût, délai et qualité, acheter aussi selon les critères et contraintes définis par la direction générale, etc. Donc ce sont un ensemble de finalités. Nous avons aussi pour ce processus de définir 3 indicateurs de performance.
Donc, nous avons l'indicateur taux de non-conformité des réceptions, taux de fournisseurs AQF ou bien des fournisseurs qualifiés et le taux de respect des délais. Donc, pour le taux de non-conformité des réceptions, donc il reflète la conformité de produits réceptionnés. Donc, c'est le nombre de livraisons non conformes divisé par le nombre total de livraisons. Donc, nous avons fixé comme objectif, par exemple, dans cet organisme, donc 5% comme objectif, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser 5% pour le taux de non-conformité. Donc on peut écrire aussi qui est le responsable du calcul de cet indicateur. Donc ils peuvent être bien, donc il se peut d'être soit le responsable aussi de ce processus, ou bien le pilote, ou bien un autre intervenant. Et aussi la fréquence de calcul, c'est un indicateur qu'on peut le calculer mensuellement ou trimestriellement, etc. Ça dépend à chaque organisme. Donc pour le taux des fournisseurs AQF ou bien des fournisseurs qualifiés, c'est le nombre des fournisseurs AQF sur le nombre total des fournisseurs, c'est-à-dire si nous avons plusieurs fournisseurs pour l'année N-1, donc on évalue ces fournisseurs et on choisit qui sont les fournisseurs qualifiés. Donc le calcul de ce nombre divisé par le nombre total, donc ça nous donne un indicateur qui reflète la qualification de nos fournisseurs. Donc, pour cet exemple, nous avons fixé comme objectif 75%. Donc, la même chose, on peut définir ou bien écrire c'est qui le responsable du calcul. Donc, c'est un indicateur qui est annuel, parce que c'est pas évident de calculer ou bien de déterminer la qualification d'un fournisseur mensuellement ou trimestriellement. Mais toujours, comme j'ai dit, ça dépend de l'orientation de l'organisme. Nous avons aussi le taux de respect des délais comme indicateur, donc le nombre de livraisons au délai divisé par le nombre total de livraisons, c'est-à-dire on peut avoir un organisme qui fixe, par exemple, un délai à ne pas dépasser pour chaque fournisseur, soit un fournisseur local ou un fournisseur import, par exemple. Et on calcule le nombre de livraisons qui sont, ou bien les livraisons qui respectent ce délai, et on les divise sur le nombre total de livraisons ou bien des réceptions dans ce mois, donc parce que c'est un indicateur mensuel. Donc il y a aussi les éléments d'entrée et les éléments de sortie de ce processus. Il y a aussi les parties intéressées, bien les fournisseurs et les clients de ce processus. Par exemple, parmi les éléments d'entrée de ce processus, donc, il y a de la demande d'achat. Donc, comme fournisseur de cet élément, donc tous les services, c'est-à-dire n'importe quel service dans un organisme, il peut passer ou bien demander l'achat d'une matière, l'achat d'un consommable, l'achat d'un n'importe quoi. Aussi, donc, parmi les éléments d'entrée, tout autre document aidant à bien spécifier le besoin, comme plan, modèle, les STA, les spécifications techniques d'achat, etc. Et aussi, comme fournisseur, tous les services peuvent faire ou bien peuvent demander l'achat en utilisant ces documents. Il y a aussi les éléments de sortie du processus, soit par exemple un produit acheté, soit un bon de commande conforme aux exigences spécifiques, etc. Et parmi les clients aussi, tous les processus. Toujours dans la définition de notre carte d'identité, on peut ajouter aussi quels sont les risques ayant un impact sur le fonctionnement du processus avec une petite description. Par exemple, tant que nous avons plusieurs finalités, plusieurs objectifs, donc il y aura automatiquement aussi plusieurs risques. Donc les risques liés au prix, donc l'augmentation du prix des matières consommables ou bien la maîtrise des prix, donc c'est un risque aussi parce que l'augmentation du prix va influencer sur notre objectif qui est l'achat ou bien qui est la réception des produits conformes ou bien avec un bon rapport qualité-prix. Il y a aussi les risques liés au délai, donc parce que tout simplement il va influencer sur notre objectif qui est le respect des délais, ainsi le respect de production, etc. Il y a aussi les risques liés à la qualité de la matière réceptionnée parce qu'il va influencer aussi sur le taux de non-conformité. Il y a aussi les risques liés aux compétences, c'est-à-dire un manque de compétences au niveau du processus achat, un manque par exemple des personnes qui maîtrisent bien le déroulement de ce processus, etc. Aussi les risques liés à la sélection et l'évaluation des fournisseurs, parce qu'on peut sélectionner un fournisseur qui est mal qualifié, ou bien on peut tomber dans la mal évaluation d'un fournisseur, donc c'est un risque aussi. Les risques liés aux indicateurs de performance, c'est-à-dire le mauvais calcul, ou bien non atteinte d'un objectif d'un indicateur, etc. Aussi, il y a des risques stratégiques, c'est-à-dire manque des prévisions commerciales, manque de communication de la politique, etc.
Et aussi les risques liés à l'expression des besoins, de passation de commandes, etc. Aussi, on peut dire que dans le cas où il y a quelqu'un qui a passé une commande avec des caractéristiques qui sont erronées ou bien avec des informations qui sont erronées, donc il va influencer aussi sur notre finalité de ce processus. Donc ça, c'est un exemple des processus, ou bien c'est un exemple des risques liés à ce processus. On peut ajouter des autres risques. Donc, dans notre, j'ai choisi juste quelques exemples. Donc, pour les activités, dans notre cas, on peut dire comme activité donc l'achat local, la sélection du fournisseur, évaluation du fournisseur. Donc, ce sont des activités relatives au processus achat. On définit pour chaque activité aussi quelles sont les responsabilités. Donc, cette activité réalisée par qui, la participation de qui, la vérification et l'approbation de qui. Donc, la description de l'achat local, par exemple, ou bien de cette activité, c'est définition et expression du besoin d'achat, traitement du besoin, établissement et validation du bon de commande, suivi, réception, etc. Donc, aussi pour chaque activité, on peut ajouter pour bien décrire notre processus quelles sont les caractéristiques d'efficacité de cette activité, par exemple la qualité de la marchandise réceptionnée, le respect des délais, bon prix d'achat, etc. Et pour chaque activité, on peut citer quelques risques opérationnels ayant un impact soit sur le processus, soit pour le produit, donc comme le risque de réception des marchandises non conformes, etc. La même chose pour la sélection et évaluation des fournisseurs comme activité. On peut ajouter pour un autre organisme, par exemple, comme activité, l'achat d'un port, etc. Donc voilà. On ajoute aussi qui sont les formulaires, les référentiels, soit externes et internes. Donc voilà, les demandes d'achat, les bons de commande, les fiches d'évaluation. Donc ce sont des documents utilisés pour détailler notre carte d'identité de ce processus. Et aussi donc la responsabilité au niveau de la rédaction de documents, de cette carte d'identité, au niveau de la vérification, au niveau de l'approbation, etc. Donc pour se conformer à nos exigences relatives à la norme, donc pour chaque processus, on doit définir la carte d'identité et ensuite dit que nos processus sont définis, on doit passer à autre chose qui est la définition, ou bien qui est la détermination des corrélations, ou bien des interactions entre ces processus. Donc, comme j'ai dit, après la détermination de nos processus, après la description de chaque processus, donc on doit passer à à la définition des interactions entre ces processus, donc pour se conformer toujours à nos exigences relatives à notre système management de qualité ou bien relatives au référentiel ISO 9001 version 2015. Donc, pour déterminer l'interaction et la relation entre ces processus, donc on doit définir la cartographie du processus. Donc, la cartographie du processus, il consiste à classer l'ensemble des processus donc selon trois types les processus. Donc déjà pour avoir un système de processus, donc nous avons des éléments de sortie. Donc ces éléments de sortie, donc il vient de nos parties intéressées. Donc dans cet exemple, donc il y a comme des parties intéressées, donc il y a des tutelles, des personnels aussi, donc les industriels, les partenaires fournisseurs, sociétés civiles, etc. Donc ce sont des parties intéressées externes et internes. Et aussi, nous avons des parties intéressées aussi dans les éléments de sortie. Dans les éléments de sortie, c'est la satisfaction des clients et des autres parties intéressées qui sont les publications, les diplômes de venir, brevets, efficacité, environnement. Donc, dans cet exemple, on parle d'un exemple d'une école, par exemple. Donc, c'est la cartographie d'une école. Donc voilà, on doit, après la définition des processus, on doit, comme j'ai dit, les classer selon des processus de management, des processus de réalisation et des processus support. Donc dans cet exemple, voilà, comme des processus de management, il y a la direction et responsabilité, il y a processus communication interne et externe, il y a processus amélioration continue. Et pour la réalisation, donc, nous avons l'activité de recherche et développement, la formation, les prestataires de services, etc. Donc, ici, nous avons vu comme processus de formation, donc la formation comme processus de réalisation, parce qu'on parle d'une école. Donc, l'activité, c'est former du personnel. Par contre, lorsqu'on parle d'une société industrielle, etc., on peut avoir le processus formation ou bien même le processus ressources humaines dans le processus support. Donc, et pour le processus support, donc, nous avons donc, tout ce qui est hygiène, sécurité, système d'information, etc. Donc,
pour se conformer aux exigences. Donc on doit appliquer la même chose pour chaque organisme. Bon, bien sûr, pour avoir une cartographie qui définit l'ensemble des processus. Et aussi, donc, après, on doit définir ou bien détailler quelles sont les interactions. Donc, dans cet exemple-là, nous avons travaillé avec 6 processus. Donc, pour déterminer ou bien pour détailler les interactions, on doit tracer une matrice diagonale. Dans les coordonnées, on cite l'ensemble des processus. Et la même chose pour les abscisses. Et pour les deux, on doit définir quelle est la relation ou bien le processus en vert, il donne des informations ou bien il donne des éléments de sortie au processus en rouge. Donc voilà, prenons par exemple le cas de processus réalisation. Donc réalisation ici c'est la production. Donc, il donne comme des informations, bien comme des éléments de sortie au processus management, donc tout ce qui est rapport d'activité, donc c'est-à-dire le rapport de production, les rapports de l'atteinte des objectifs, le tableau de bord, etc. Il donne pour l'analyse et amélioration donc les informations, les résultats des indicateurs, les plans d'action, etc. Il donne pour la relation client et administration des ventes, donc tout ce qui est délai de livraison, l'information relative à la production, le produit, il donne aussi un produit conforme, etc. Donc il donne pour le bureau d'études tout ce qui est besoin en outillage, tout ce qui est plaque, échantillon, délai, disponibilité, etc. Donc, c'est un ensemble des données, donc, ou bien des éléments de sortie. Et aussi, lorsqu'on prend n'importe quel processus rouge, en rouge, donc là, on prend par exemple le cas de processus analyse-amélioration. Donc, il réceptionne du processus management tout ce qui est politique, de la direction, tout ce qui est objectif, ressources, informations, etc. Il réceptionne aussi ou bien auprès du bureau d'études, tout ce qui est information, résultats d'indicateurs, plan d'action, etc. Donc voilà, on peut décrire nos interactions, bien les interactions des processus en utilisant ce genre de matrice. Et on le fait pour tous les processus, bien sûr. On peut, ou bien, c'est mieux de détailler ces interactions tant que possible pour faciliter ou bien pour bien maîtriser quelles sont les relations entre ces processus. Donc voilà. Alors, donc, on arrive à la fin de notre formation, intitulée Exigences contexte de l'organisme, donc système de management de la qualité et processus associés. Donc, c'est le chapitre 4.4 de la norme ISO 9001 version 2015. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre dans la prochaine vidéo. Et vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne, d'activer la lampe pour que vous puissiez voir les autres vidéos et pour même nous encourager à faire des autres thèmes et des autres formations. Et merci à tous.